Bienvenue dans Retrouve ton PEPS, le podcast qui vous fait voir le burn-out autrement. Moi, c'est Delphine. En 2021, mon corps a dit stop. Aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui veulent se relever après un burn-out sans se trahir et sans replonger. Ici, pas de recettes miracles, ni de discours culpabilisants. Juste des échanges sincères, des outils concrets, des témoignages forts et des éclairages d'experts pour mieux comprendre l'épuisement, s'en relever durablement et retrouver une vie plus alignée et plus sereine. Alors ici, on déconstruit, on reconstruit, mais avec réalisme, humour et sincérité. Avec cette question en filigrane, et si le burn-out, c'était quelque chose de bien plus grand? Ce podcast, c'est une boussole pour celles et ceux qui veulent se reconstruire en profondeur, éviter la rechute, et qui sait, révéler leur véritable potentiel. Alors prête à retrouver votre PEPS? C'est parti pour un nouvel épisode de Retrouve ton PEPS. Une fois n'est pas coutume, j'ai le cœur rempli de gratitude parce que dans cet épisode numéro 4, j'ai eu la chance d'interviewer une femme ô combien inspirante et qui a profondément marqué mon propre chemin, Marjorie Lombard. Marjorie, c'est une référence quand on parle de reconversion professionnelle, d'entrepreneuriat, de talent naturel et bien sûr de relation à l'argent. Carrière et business coach depuis plus de 10 ans, auteure de 4 ouvrages, elle a accompagné plus de 500 femmes à construire une réussite professionnelle et financière à la hauteur de leur potentiel et de leurs ambitions. Ceci à travers une méthode holistique originale qui crée des ponts entre le coaching, la stratégie et la psychologie des profondeurs. Son obsession ? Aider les femmes à construire une réussite professionnelle et financière à hauteur de leur potentiel et faite pour durer. Alors la recevoir aujourd'hui dans ce podcast, c'est beaucoup de fierté et un grand honneur. Cette conversation est remplie de trésors, un épisode à 360 degrés dans lequel, encore une fois, on déconstruit les idées reçues pour mieux reconstruire ensuite. Un tour d'horizon complet, puissant et terriblement éclairant. Allez, installez-vous confortablement, vous allez adorer. Bonne écoute! Alors bonjour Marjorie, je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Et c'est un épisode vraiment particulier pour moi parce que tu as joué toi-même un rôle clé à un moment charnière de ma vie, à savoir ma reconversion après mon burn-out. Et je sais à quel point, à travers tes interventions, à travers tes accompagnements, à travers tes ouvrages, tu transmets vraiment des choses qui sont d'une grande valeur. Donc, je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi aujourd'hui et je suis vraiment convaincue que ce que tu vas nous apporter aujourd'hui va vraiment apporter des pépites à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Quel accueil! Merci Delphine. Je suis ravie d'être là pour tes auditrices et tes auditeurs. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et quel est ton parcours qui t'a amené à faire aujourd'hui tout ce que tu fais et à fonder en particulier ta première entreprise, si je me trompe, en 2013, qui était Dessine-moi et qui est toujours Dessine-moi une carrière? Effectivement, moi je suis donc Marjorie Lombard. J'ai fondé le cabinet Dessine-moi une carrière en 2013 pour accompagner les reconversions professionnelles des femmes à une époque où on parlait très peu de reconversion. Il existait les cabinets généralistes, les bilans de compétences, mais la reconversion n'était pas vraiment dans l'air du temps, alors que depuis tout ce temps, ça a bien évolué et aujourd'hui, finalement, la reconversion professionnelle, c'est une étape dans une carrière. Et de plus en plus de personnes vont passer par cette étape. Et j'ai créé, moi, mon entreprise en 2013 suite à ma propre reconversion. En fait, depuis que je suis à l'école, on va dire depuis très très jeune, je me suis toujours demandé comment on faisait pour savoir ce qu'on allait faire plus tard. C'est une question que je me posais déjà au collège. Et à l'époque, personne n'arrivait vraiment à me répondre à cette question, d'autant plus que j'avais 1 an d'avance. J'étais très bonne élève, première de classe tout le temps. Donc moi, on me disait, mais en fait, toi, tu peux tout faire. Mais moi, ça ne m'allait pas du tout, cette réponse. Et donc, ça a renforcé. Comment je vais savoir ce que je vais faire plus tard? Au lycée, rebelote. Je vais voir des conseillers d'orientation. Je pose la question au professeur. Et au lycée, j'ai quand même l'envie de faire des études de psychologie. Ça, c'est mon désir. Sauf qu'à l'époque, c'est mal vu de faire des études de psychologie parce que on dit que c'est bouché, c'est un secteur bouché, il y a énormément d'étudiants, très peu vont en sortir diplômés. Et de plus,
quand on a mon profil de très bon élève, c'est presque considéré comme un gâchis. Donc, à l'époque, eh bien, je vais écouter, on va dire, la voix de la raison et je vais partir dans des études de pharmacie. Études pour lesquelles je vais réussir le concours de première année, je vais passer en deuxième année de pharmacie. Ma voie, elle est donc tracée, je finirai pharmacienne avec une carrière tracée. Mais non, parce que je me rends compte à la fin de la deuxième année que je ne comprends rien à la chimie minérale, à la chimie physique, à toutes ces matières trop scientifiques pour moi, et que de plus, le métier en lui-même, finalement, il ne me plaît pas tellement. Donc j'arrête tout, j'arrête ces études-là, je pars vivre une année à Londres parce que c'était mon rêve et que là, j'ose écouter ce désir qui vibrait très très fort. Au bout d'une année à Londres, je décide de rentrer en France pour reprendre des études et je vais faire le grand écart puisque je vais faire des études d'histoire de l'art et de communication culturelle dans lesquelles je vais m'éclater. Je vais vraiment m'éclater, performer. Et puis, je vais commencer à travailler. Tout d'abord comme journaliste en presse écrite dans une agence de presse. Et puis, mon poste va être supprimé. Donc, je vais intégrer une agence de photographes où je vais être agent de photographes. Ça veut dire leur trouver des contrats avec les publicités, par exemple. Et je vais être aussi productrice photo. Ça consiste à organiser la prise de vue, à gérer l'équipe, le budget et faire en sorte que la photo soit prise. Et donc, je vais faire ça plusieurs années, sauf que je ne suis pas à ma place, clairement pas. Je suis assez compétente, pas hyper compétente, mais assez compétente. Sauf que au quotidien, je suis en suradaptation tout le temps, constante, et par rapport aux tâches que je dois faire. Parce que si je suis assez compétente, elles ne sont pas du tout dans ma zone de génie et de talent. Ouais. Donc, je dois vraiment me suradapter au niveau des tâches, mais aussi au niveau de l'environnement de travail. Je ne suis pas à ma place dans ce milieu très paillette. Et moi, j'adore la photographie. Donc, en plus, c'était très difficile parce que je pensais que j'aimerais, puisque j'aimais la photographie. Mais il y a énormément d'ego à gérer. Il y a les photographes, il y a les annonceurs qui donnent l'argent, il y a les équipes. Et donc, aussi au niveau de l'environnement professionnel, je ne suis pas à ma place. Peut-être ça serait différent 15 ans après, si je le faisais aujourd'hui. Je n'aborderais pas du tout les choses sous le même angle. Mais à l'époque, avec la maturité que j'avais, je n'étais pas à ma place. Et pour terminer, j'étais dans une société où ma patronne de l'époque avait de grands soucis à titre personnel. Et donc, je me suis retrouvée dans une relation patronne et employée dysfonctionnelle avec des schémas d'emprise et de triangle de Karpman. Donc, à différents égards, j'ai vécu 3 ans et demi en suradaptation constante. Et moi, je n'ai pas fait de burn-out. J'aurais pu aller dans la dépression, mais j'ai réagi à temps. Mais j'y ai quand même laissé beaucoup de plumes. C'est quand même les prémices, tout ça, cette suradaptation, c'est quand même les prémices d'un processus de burn-out et d'épuisement. Hein. J'avais les ingrédients. Ouais. J'avais les ingrédients, mais j'ai réagi. J'ai su réagir. Et à l'époque, j'ai réagi en me disant, je vais me faire accompagner. Mais à l'époque, on est en 2009-2010 et je ne sais même pas comment j'ai eu cette idée. Parce que si on ne parlait pas de reconversion en 2013, en 2009-2010, encore moins. Le coaching, c'est très peu connu en France. Mais voilà, la providence, l'illumination, je n'en sais rien. Je vais me faire coacher par une personne qui m'a vraiment aidée. C'est pour ça que c'est très important dans l'accompagnement, le coaching, la relation. Bien sûr, les diplômes et la formation, c'est important, mais la personne qui va nous accompagner, c'est crucial. Et moi, je suis tombée sur une super personne pour moi à l'époque
qui m'a permis en fait de remettre un peu comme le puzzle en place, de me rappeler que je voulais faire des études de psychologie, pourquoi je voulais faire des études de psychologie et quel sens ça pouvait prendre pour moi à cette étape de ma vie. Et là, clac, 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 les dominos qui s'enchaînent. C'est clair pour moi que je vais aller dans l'accompagnement. Je découvre le métier de coach que je ne connaissais pas quand j'étais au lycée. J'ai 46 ans au moment où on enregistre, donc ça vous donne une idée de mon âge et de l'époque et de voilà, ces métiers-là, on ne les connaissait pas. Et donc, le puzzle, les dominos, je vais aller dans l'accompagnement, je vais me former à l'accompagnement, au coaching, au bilan de compétences et surtout, cette question, comment on sait ce qu'on va faire plus tard? Mais en fait, je comprends pourquoi je me la posais. Parce que peut-être que j'avais quelque chose à amener pour répondre à cette question. Oui, c'est ça. Il y a vraiment aussi une question de perte de sens que je vois là aussi à un moment donné. Il y a à la fois le fait que quand on est adolescent et quand on arrive vers ces fameux 18 ans, ou même avant, maintenant, on doit choisir, faire un choix de carrière, c'est très compliqué parce qu'on ne les amène pas forcément, ces ados, à se poser les questions qui sont les bonnes, finalement. Et c'est assez encore cartésien. Et justement, c'est là où on va en venir, où ton approche, elle est vraiment beaucoup plus globale et plus large qu'un simple dans quoi je suis compétent, finalement. Hein. On touche vraiment au talent. Et justement, c'est là que je voulais en venir, c'est que ces talents ou cette zone de génie, c'est là où j'aimerais bien creuser un petit peu. Quand on a vécu un burn-out, il y a vraiment, c'est derrière le burn-out, il y a une grosse crise existentielle. Il y a une certaine perte de sens finalement qui est là derrière, qui vient se mêler un petit peu là-dedans. Et les personnes sont amenées dans leur reconstruction à se reconnecter à leurs besoins, leurs valeurs, à leurs motivations profondes. J'appelle ça aussi les motivations intrinsèques. Et puis, beaucoup d'entre eux se retrouvent en fait finalement paumés parce que justement, ils ont passé des années à se suradapter, à essayer de rentrer dans un moule qui ne leur correspondait pas. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'à force de s'être épuisés, voire même d'être arrêtés, ils ont perdu confiance en eux. Ils savent plus parfois qui ils sont et ils savent même plus ce qui leur fait plaisir et ce qui les anime. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois vraiment beaucoup. Et donc, finalement, il y en a certains qui disent, mais en fait, moi, je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas quels sont mes talents, dans quoi je suis bon. Alors justement, toi, comment est-ce que tu pourrais nous expliquer avec tes mots, qu'est-ce qu'un talent? Tu parles aussi de zone de génie, peut-être la différence, ou nous expliquer un petit peu ce concept. Les talents font partie de la zone de génie. La zone de génie, c'est une zone, un endroit, un contexte, des circonstances où on va être au meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir agir de manière optimum, c'est-à-dire en donnant le meilleur de nous-mêmes avec le moins d'efforts, le moins de coûts énergétiques. Et on va vraiment pouvoir se révéler, hein, ce qu'on fait, qui on est, avec notre manière de faire. C'est une zone de génie qui est souvent assez étroite, mais si on arrive à l'identifier, on augmente drastiquement nos chances d'être épanoui professionnellement. Et c'est pas seulement un métier, parce que par exemple, j'aimais la photographie, mais je n'aimais pas mon environnement. Donc dans la zone de génie, il y a tout ça en fait. Il y a le métier, les talents, je vais y revenir, l'environnement. Donc voilà, c'est un endroit, la zone de génie, où lorsqu'on va agir, on va performer et être épanoui. Il existe d'autres zones qui sont moins intéressantes. Bon, à l'opposé, il y a la zone d'incompétence. On n'a rien à y faire. On ne va pas être compétent de toute façon. Il y a la zone de compétence. Soit on est compétent à faire ce qu'on fait, mais ça ne nous amène pas vraiment de plaisir, de satisfaction. Ça peut même nous coûter de l'énergie. Ouais. Et puis, il y a une autre zone entre la zone de compétence et la zone de génie qui est assez pernicieuse parce que on est bon, on est très bon dans ce qu'on fait, même, on peut être très bon dans ce qu'on fait, mais on n'a pas la flamme, on n'a pas le sens. Et les autres acteurs de cette zone veulent à tout prix nous faire rester dans cette zone parce qu'on travaille bien,
Oui, on est Hein, bon, on est excellent, exactement, on produit, donc on eux, produit. ils ont aucun avantage à ce qu'on quitte cette zone. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, on va perdre la flamme, même si on est très bon. Mais voilà, il manque un ingrédient, un petit quelque chose pour faire qu'on est dans la zone de génie. Donc cette zone de génie, elle existe pour tout un chacun, mais elle est assez étroite. Donc ça peut être difficile de la trouver, d'autant plus que les autres veulent pas trop qu'on y aille. Enfin, les autres. Notre famille, oui, certainement, mais ceux pour qui on travaille, ils veulent pas vraiment qu'on les lâche. Ouais, c'est du gâchis souvent pour eux. Hein. On entend souvent ce mot, hein, c'est du gâchis. Absolument. Les personnes ne comprennent pas, ne comprennent pas. Alors qu'on a tout à gagner à aller dans cette zone de génie, c'est là où on va gagner de l'argent, c'est là où on va être épanoui, c'est là où ça va pas vraiment nous coûter de l'effort. Et ça paraît invraisemblable parce qu'on a été formaté dans une culture et dans une société où on doit mériter, hein, ça doit coûter. Si ça ne demande pas d'effort, ça n'a pas de valeur, ça n'existe pas. Donc, ce que je suis en train de dire, pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est invraisemblable, incroyable, impossible. Pourtant, je vous assure, quand on y est, on veut plus en partir. Et maintenant, dans cette zone de génie, il y a les talents, les fameux talents sur lesquels tu m'interrogeais. Et moi, j'ai été très marquée par la psychologie positive, discipline assez récente de la psychologie, qui a émergé fin des années 90 et qui est une vraie branche de la psychologie. Je dis ça parce que c'est pas la pensée positive où on se dit tout va bien, je vais bien. C'est pas ça du tout. C'est une vraie discipline. Il y a des études en laboratoire, il y a des découvertes scientifiques. Et ça m'a marqué parce que j'ai lu sur la psychologie positive au moment où je faisais mon bilan de compétences. Et j'ai découvert soudainement qu'il existait une branche de la psychologie qui s'intéressait aux mécanismes du bien-être. Et je me suis dit, mais c'est révolutionnaire, parce que jusqu'alors, moi qui voulais faire des études de psychologie, je connaissais la psychologie uniquement dans le côté curatif et accompagnement des pathologies mentales, Ce qui va mal, quoi. quand on va mal. Or là, je découvre qu'il y a des hurluberlus qui s'intéressent à ça et je me dis, mais c'est génial. Donc, je dévore la littérature, je suis des conférences, des formations là-dessus et je me dis, il y a un concept parmi toutes les découvertes qui est génial et que je vais garder et utiliser pour mes accompagnements, celui des talents naturels. Donc les talents naturels tels que moi j'en parle et je les utilise dans mes coachings, c'est issu de la psychologie positive. Et ça consiste à identifier certains de ces ingrédients de la zone de génie, donc les talents, qui sont définis comme un ensemble d'actions, on va dire. Donc je ne parle pas de compétences, je parle d'actions, de choses que l'on peut faire, que l'on sait faire, premièrement. Deuxièmement, de qualité dont on dispose. Une qualité, ça peut être par exemple, je suis précise, je suis pétillante, je suis donc des qualificatifs hein, qui parlent de ma façon d'être. Et puis, des domaines de connaissances que l'on a, domaines de connaissances pas forcément académiques, ça peut être la communication d'entreprise si j'ai étudié cela et que j'ai travaillé dans ce champ, mais un domaine de connaissance peut être la création graphique sur Canva parce que j'adore aller sur Canva et que je me suis auto-formée. Si je l'ai fait suffisamment longtemps, ça a autant de valeur qu'une formation académique. Donc les talents vont combiner des actions, des manières d'être et des domaines de connaissances qui vont s'organiser de façon très différente d'une personne à une autre et qui sont très importants à identifier parce qu'un talent naturel, par définition, selon la psychologie positive, comporte 3 caractéristiques. Tout d'abord, c'est une caractéristique de plaisir, c'est-à-dire que quand ce talent formé de cette combinaison d'éléments va s'exprimer, eh bien, ça me plaît. Dans le moment, dans le pur plaisir de faire dans l'instant, c'est ça? En fait, c'est juste, même sans aller jusque-là, mais c'est oui à ce que tu dis, mais sans aller jusque-là,
je prends du plaisir à exercer mes talents. C'est aussi simple que ça. Quand j'exerce mes talents, j'ai du plaisir. La deuxième caractéristique d'un talent naturel, c'est la caractéristique de performance. C'est-à-dire que quand j'exerce mes talents, je suis naturellement performant. Je n'ai pas de questions à me poser. C'est la fée sur le berceau avec sa baguette magique. Naturellement, je pars avec un niveau de talent, sur ce talent précis, bien plus élevé que quelqu'un d'autre. Et comme j'adore le mettre en œuvre, je l'augmente. Et donc, quel que soit le contexte, mon âge ou que sais-je, quand je mets en œuvre ce talent, je suis bon dedans. Donc, je suis performante. Et enfin, troisième caractéristique d'un talent naturel, c'est sa durabilité dans le temps. Donc, que j'ai 5 ans, 10 ans, 20 ans, 45 ou 60, ce sera toujours là. Est-ce que tu dirais que c'est inné, du coup, c'est quelque chose qui est inné et pas appris, ou ça peut être quelque chose qu'on a appris? Le talent naturel, il est inné. Il est là du départ. Peut-être qu'on ne le sait pas, qu'on ne s'en est jamais aperçu. C'est assez rare, mais je l'ai vu chez une personne de profil ingénieur. Belle carrière en ingénierie. Du jour au lendemain, elle se découvre un talent pour le dessin. Parce que quelqu'un lui a offert pour son anniversaire un stage de dessin, et à presque 50 ans, elle se rend compte qu'elle a ce don. Magnifique. Donc c'est vraiment ça le talent. Il est là du début, mais parfois, on ne s'en est pas rendu compte. Alors, tout peut s'apprendre. On peut renforcer le talent en prenant des cours. Mais ce que je veux dire, c'est que même sans ça, le talent, il est là à l'état naturel. Et c'est important ce critère de durabilité dans le temps, parce qu'on est à une époque où on sait que dans notre carrière, on va changer plusieurs fois de travail. Rares sont les personnes de notre génération qui vont exercer le même métier tout au long de leur carrière. Il y en a quasiment plus. Donc on sait d'avance qu'on va devoir s'adapter, on va devoir changer. Et ça peut faire peur, le changement. L'esprit humain, il est pas câblé pour ça. Il n'aime pas l'inconnu et le changement. En revanche, avoir identifié ses talents naturels, avec ce critère de durabilité dans le temps, ça fait un point d'appui magnifique qu'on peut transposer dans différents univers, différents postes, différents métiers peut-être, mais en gardant le même talent qui va nous amener du plaisir, de la performance et qui va durer dans le temps. Et pour terminer avec les talents, les chercheurs en psychologie positive se sont rendus compte qu'exercer nos talents nous met dans une sensation particulière qui s'appelle le flow en anglais, F-L-O-W, qu'on pourrait traduire par du flux en français. C'est tout simplement le fait, et je suis sûre que chaque personne qui nous écoute aura déjà constaté ça. Quand on exerce nos talents, on part dans une sorte d'autre espace-temps. Hypnose. Hypnose. On est vraiment obnubilé par ce qu'on fait. On n'entend plus parfois l'entourage qui nous parle. On perd la notion du temps et de l'espace. Et on s'éclate. Et ce flow, eh bien, on peut le retrouver dans n'importe quel métier qui demande à ce que nos talents naturels soient mis en œuvre. Ce que je trouve particulièrement pertinent, intéressant là-dedans, c'est cette notion d'ingrédient que moi je connais parce que je suis passée par là, j'ai fait ce parcours, et ça m'a particulièrement parlé parce que la plupart du temps, les personnes, de manière générale, se font une idée du talent qui est artistique, par exemple, souvent. Ah, toi, tu sais faire des gâteaux. Je prends un exemple personnel. J'ai découvert que je savais faire des gâteaux aussi. Tu sais dessiner, tu sais, je sais pas moi pour le coup, tu sais chanter, mais c'est pas une chose aussi grosse. C'est vraiment, comme tu dis, quand tu parles d'action, de qualité, de domaine de connaissance, ça peut être le fait d'être à l'aise en public, le fait de s'exprimer facilement, ça peut être des petites choses comme ça
qui sont pas des petites choses, parce qu'en fait, ce sont des ingrédients magiques, finalement, qui, quand on les intègre dans notre quotidien professionnel, surtout, viennent nous apporter ce flow, si on les intègre, peu importe finalement le métier qu'on fait. C'est ça que tu dis, c'est une notion d'ingrédient qu'on va aller chercher pour faire une recette, un petit peu. Je vois ça comme ça. Exactement. C'est comme des super pouvoirs. Et c'est très juste, tu as commencé par dire des petites choses, et puis après tu as dit, ben non, en fait, c'est pas des petites choses. Mais c'est très juste, parce que les talents naturels, ils sont tellement naturels qu'on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il y a besoin d'être accompagné pour découvrir et assumer que ce sont des talents. Parce que pour la plupart des gens qui possèdent des talents naturels, ils vont dire, ah mais ça, mais tout le monde peut le faire. C'est ça. Ah ben, quand on dit cette phrase, c'est qu'on est en train de mettre le doigt sur un talent. Sauf que, par culture, ça n'a pas de valeur, puisque c'est tellement évident, ça a l'air de rien du tout. Donc les personnes passent à côté de leurs talents, qui sont les mêmes, qui auront énormément de valeur en entreprise ou à leur compte, sauf que elles les voient pas. Ça n'a pas de valeur, c'est tellement évident que ça paraît anodin. Ça paraît anodin. Et donc, il y a tout un travail pour aider les personnes à identifier ces super pouvoirs, parce que c'est ceux-là même qui vont leur permettre d'être attirants pour de futurs employeurs ou de futurs clients. Oui, puis après, tu transparais, en fait, finalement, quand tu les intègres dans ton quotidien, tu rayonnes. Tu vibres ce que tu... Tu rayonnes complètement, tu t'éclates. Ouais. C'est tellement aligné à qui on est profondément, à notre essence profonde, à notre âme, si on a une forme de spiritualité. C'est tellement lié à ça que, en fait, cette petite flamme, elle devient un foyer ardent, en fait. On rayonne, on est heureux, et les autres voient qu'on est bien. Et ces talents, là j'en parle au niveau professionnel parce que c'est mon sujet, mais c'est la même chose au niveau personnel. Les talents n'ont pas de frontières. Ils sont les mêmes que ce soit au travail ou à la maison. Oui, et d'ailleurs, quand on n'arrive pas forcément à mettre tous les ingrédients magiques dans notre milieu professionnel, d'où l'intérêt d'aller les conserver dans notre partie privée, par exemple, si on n'est pas amené dans notre travail en particulier à pouvoir exprimer tous ses talents. Absolument. Si on peut tout mettre au travail, c'est super, parce que c'est là où on a le sentiment d'être entier, on n'a pas besoin de porter un masque ou de cacher certaines parties de nous. Donc si on peut, c'est génial. Si on ne peut pas, il faut absolument en conserver dans la partie personnelle, parce que sinon, c'est là qu'on commence à s'éteindre et à se faner. Alors justement, dans ton entreprise, tu accompagnes alors deux volets, on va dire, le volet reconversion et le volet entrepreneuriat et le volet relation à l'argent si j'en fais un troisième. Et dans cette partie justement reconversion, tu as je pense certainement pas mal de personnes qui ont vécu des burn-out. Est-ce que tu constates quelque chose de particulier en ce qui concerne ces personnes-là lorsque tu accompagnes les personnes en reconversion qui ont vécu un burn-out? Et si oui, est-ce que tu verrais des précautions ou des prérequis à la reconversion pour ces personnes en particulier? J'ai pu observer effectivement que les personnes qui ont vécu un burn-out, il y a deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est qu'elles savent pourquoi elles vont se reconvertir. Donc il y a une motivation, il y a un désir et un engagement qui est réel. Donc ça, c'est le côté, on va dire, côté pile. Côté face, il y a quand même un point de vigilance. Quand j'ai une personne qui me parle de burn-out, je lui demande déjà depuis combien de temps et si elle a été accompagnée pour traverser ce burn-out. Ça me paraît essentiel parce que tout le monde n'a pas un burn-out. Et même si je ne suis pas une spécialiste du sujet comme toi, je sais qu'il y a quand même des profils, des tendances comportementales ou autres à risquer le burn-out plus que d'autres. Et donc, si la personne n'a pas compris pourquoi elle est tombée dans ce burn-out, elle risque de reproduire les mêmes comportements dans un autre
emploi. Et ça, c'est pas bon. Parce que peut-être que pour certaines personnes, la reconversion n'est pas la bonne option. Il faut juste comprendre quels sont les éléments comportementaux et environnementaux qui nous ont fait arriver au burn-out. Les ayant compris et ayant travaillé dessus, on peut garder le même emploi, mais en changeant son attitude, sa façon de gérer les relations ou sa capacité à dire non. Et auquel cas, il n'y a pas besoin d'une reconversion. Donc, il faudrait, en tous les cas, moi, j'essaie d'être vigilante à ne pas tomber dans l'écueil. Je vais me reconvertir et ça va tout solutionner. Donc, pour répondre à ta question, si c'est trop tôt pour la personne, je ne la prends pas. Si elle n'a pas été suivie, je ne la prends pas. Et je lui demande si, selon elle, c'est suffisamment le bon moment pour se projeter à nouveau sans que ça lui donne des angoisses. Parce que j'ai vu ça. Des angoisses à l'idée de penser à un futur professionnel. C'est trop tôt. Et oui, bah, je confirme, hein. De toute façon, le fait en fait, le burn-out, c'est multifactoriel. Donc, tu as la partie externe qui est liée à l'environnement professionnel, les facteurs externes et les facteurs qui sont propres à toi. Et si tu ne travailles pas sur tes facteurs propres à toi, qui sont tous différents chez les uns et les autres, mais souvent un haut niveau d'exigence, de poser des limites, des choses comme ça, bah, effectivement, tu reprends toute la partie facteurs individuels et tu les emmènes avec toi, c'est ton bagage personnel, et tu risques de les reproduire dans le nouveau job, quel qu'il soit. Que tu sois entrepreneur, salarié, dans une entreprise qui est super. C'est très important de faire ce travail d'introspection et de reconstruction personnelle avant de changer de travail. C'est vraiment réfléchir avant de changer de travail déjà d'une part, éventuellement d'entreprise, et encore plus de se reconvertir. Vraiment le faire pour des bonnes raisons et pas pour fuir un environnement qui n'est plus en accord avec soi. Exactement. Alors, il y a quelque chose aussi qui est très prégnant dans tes accompagnements, c'est cette approche basée sur l'intuition. Alors, quand on a vécu un burn-out, encore une fois, le mental est très envahissant. Donc, ce sont des personnes qui sont souvent dans le contrôle, dans le mental, avec des injonctions, il faut, je dois. Et donc, quand elles sont amenées à se poser enfin et à se reconstruire, tout le travail et cette reconnexion au corps et cette reconnexion à soi, à ses besoins, à ce qui fait sens, etc. Et la boussole, elle est interne, elle est intérieure finalement. Hein, et ce sont des personnes qui se sont adaptées pendant des longues années, souvent de longues années, suradaptées, à faire passer éventuellement les besoins des autres avant les siens, et donc à perdre cette petite boussole intérieure, comme je l'appelle. Alors, comment est-ce que tu définirais, toi, l'intuition, et comment est-ce qu'on peut la mettre au service de sa future vie professionnelle, qu'elle soit reconversion ou pas finalement? L'intuition, c'est un sujet qui me fascine depuis toujours. À nouveau, à la même époque où je me demandais comment on fait pour savoir ce qu'on va faire quand on sera grand, j'adorais les sujets un peu ésotériques, mystérieux. J'avais une grand-mère qui tirait les cartes, qui faisait de l'astrologie, donc tout ça, ça me fascinait. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser avec elle, et puis après en lisant des livres et en me formant. Et en fait, l'intuition, si on prend la définition, on va dire, du dictionnaire, c'est une connaissance immédiate qui ne passe pas par la raison et la logique. Donc ça, c'est la définition assez communément acceptée par les personnes qui travaillent sur ce sujet. Et si je propose une définition par un synonyme, je vais dire que c'est la petite voix à l'intérieur de nous qui sait ce qui est bon pour nous. Donc on a la partie tête, mentale, et la partie plus cœur et émotionnelle. Et finalement, on a tous de l'intuition. Elle est plus ou moins développée, mais on en est tous et toutes dotés. Pas seulement les femmes d'ailleurs. L'intuition féminine, c'est... Non. C'est un mythe? C'est un mythe, oui. Mais en tous les cas, on en a tous et toutes. Sauf que elle a pu être étouffée, puisqu'on vit dans une société et à une époque qui valorise la raison. En France, on est le pays de Descartes, qui a été mal lu et mal compris à cet égard. On en a fait un raccourci qui est faux, avec le côté cartésien. Mais peu importe, on est dans une culture qui valorise la raison. Dans les études, en entreprise,
on est là-dessus. Donc forcément, l'intuition, on en parle peu, on ne l'apprend pas. Et donc, une fois arrivé au fameux âge de raison, il y a de grandes chances que l'on ait perdu la connexion avec cette petite flamme, cette petite voix qui sait ce qui est bon pour nous. Ça a été mon cas. Si j'avais écouté mon intuition, je serais allée faire des études de psychologie, par exemple. Et je m'y suis reconnectée bien plus tard. Donc, on a tous et toutes des informations qui nous arrivent via l'intuition sur des métiers, sur des secteurs, sur des choses qui seraient bonnes pour nous professionnellement. Mais dans la plupart des cas, ça n'est pas écouté parce que ça n'est pas valorisé par notre société, parce qu'on n'a pas appris à écouter l'intuition qui, elle, nous amène dans la direction qui nous convient. Et de toute façon, on ne l'écoute pas non plus parce que parfois, même quand on l'entend, ça fait tellement peur, parce que c'est tellement différent de ce qu'on se dit qu'il faudrait que ce soit, qu'on n'y va pas. Et est-ce que tu relierais l'intuition à l'émotion finalement, parce que ça reste un peu ce côté physiologique où c'est le corps qui sait et pas la tête, ou est-ce que c'est encore différent selon toi, de la notion d'émotion? C'est pas forcément lié à l'émotion dans le sens où l'intuition peut nous dire, toi, ce qui va être bon pour toi, c'est d'aller travailler dans la pâtisserie. Mais l'émotion qui va être associée à ça va être de la peur. Donc, on ne peut pas dire que l'émotion est liée à l'intuition parce que le mental va engendrer des émotions en réaction. Donc, c'est pas un bon critère que de se fier à ça. En revanche, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que l'intuition peut passer par le corps, mais dans ce cas, ça ne sera pas par la tête, pas par le mental et pas par l'émotion, mais on peut avoir des signaux physiques. Moi, c'est mon cas. Quand j'apprends aux personnes que j'accompagne à écouter leur intuition, j'ai créé un petit module justement sur l'intuition. Et je leur dis que peut-être ça va passer par le corps. Et donc, on peut avoir des chaleurs ou au contraire du froid ou des parties du corps qui s'activent dans certaines situations. Et ça, c'est le corps qui s'exprime en lien avec l'intuition parce qu'on sait aujourd'hui que les premières informations sont captées par le corps avant que la pensée les amène en pensée. Donc, pour le corps, oui, il y a des liens entre l'intuition qui peut s'exprimer par le corps, pas exclusivement, mais elle peut s'exprimer par le corps, mais pas par l'émotion. Et puis tu dirais que pour se reconnecter à cette intuition, est-ce que ça passe par un long travail d'introspection, d'écoute de soi, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu à la portée de chacun? C'est le problème de la société actuelle qui bloque le processus de l'intuition. Ça ne devrait pas être très compliqué de se reconnecter à l'intuition parce que c'est un interrupteur et on-off, et elle peut surgir n'importe quand. Donc ça ne devrait pas être compliqué, ça ne devrait pas être laborieux. Mais ce qui va rendre le processus très laborieux, c'est la capacité des personnes à débrancher et à déconstruire le fait que quelque chose peut avoir beaucoup de valeur sans que ça passe par la raison. Et donc, nos modes de vie actuels d'hyperstimulation, des écrans, on est toujours en train de faire. Et puis les vies, tout simplement, hein, on travaille, on a des enfants, on a une famille, enfin voilà. Habiter en ville va ralentir le processus. Mais tout ça fait que l'intuition ne peut pas s'exprimer. Donc, si on veut y avoir accès, eh bien, il y a besoin de ralentir, de couper certains bruits, de lâcher l'écran, se balader dans la nature. C'est pas compliqué, hein, tout ce que je suis en train de dire. C'est vraiment rien pour le coup d'ésotérique, en fait. Mais ça demande une forme de discipline et d'engagement qui va à l'encontre d'une tendance sociétale. Il n'y a pas besoin de méditer 4 heures par jour pour y accéder non plus.
Si déjà on prend l'habitude régulièrement d'aller balader en extérieur, même si on est en ville, il y a un parc, si on y va 10 minutes par jour sans écouter quelque chose dans les oreilles. À chaque fois, j'ai envie de lui arracher le casque, moi. Mais moi, la première, j'aime tellement écouter des podcasts que parfois j'optimise. J'optimise mon trajet de déplacement. Le sport, parfois, à condition qu'on n'écoute pas un truc, voilà, dans les oreilles. Le sport, s'occuper d'animaux, de plantes ou d'enfants. Tout ce qui va nous ramener à l'instant présent. Faire du coloriage, de la pratique artistique. Tout cela, ce sont des occasions d'ouvrir l'espace pour que l'intuition puisse arriver plus facilement. Et quand on a accès à cette intuition, tu dirais que les questions qu'on se pose lors d'une reconversion sont plus faciles, on va dire. Est-ce que c'est nécessaire de se reconnecter à cette intuition pour, à la fois pour la partie reconversion, et puis je sais que c'est vraiment un des piliers de l'entrepreneuriat aussi. Alors c'est vrai, on l'a juste évoqué, mais moi j'ai trois piliers d'accompagnement dans mon entreprise. Dessine-moi une carrière pour les reconversions, Beyond Business pour l'accompagnement des dirigeants et des entrepreneurs qui peuvent aussi avoir vécu un burn-out. Et mon troisième pilier d'accompagnement, c'est la relation à l'argent. Et c'est vrai que l'intuition, si on arrive à s'y reconnecter, elle va nous aider, quel que soit notre statut, quelle que soit notre situation. Parce que, si on revient à la définition classique, c'est une connaissance immédiate qui ne passe pas par la raison. Donc, on gagne du temps à savoir l'écouter, en fait. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écouter tous les jours et pour n'importe quoi. On peut décider de faire autrement. Mais en tous les cas, on a l'information plus rapidement, plus instantanément. Et moi, quand j'accompagne, l'intuition, elle est au cœur du champ d'accompagnement. Après, il y a des personnes qui sont plus ou moins ouvertes. Il y en a qui sont ravis de pouvoir en parler et l'aborder dans l'accompagnement. D'autres personnes qui sont plus fermées à ça. Moi, je ne vais pas imposer. Ce que j'apprécie, c'est de pouvoir ouvrir cet espace parce que l'intuition, elle ne se trompe pas pour nous. Donc, c'est quand même précieux, si on arrive à s'y connecter, à avoir cette information, en plus des autres informations plus tangibles, parce qu'il faut pas oublier que moi, je viens des sciences. Donc, le bac scientifique, je l'ai eu, les études en pharmacie, je les ai faites. Donc, tout le côté structuré, cadré, je l'ai. Et moi, je trouve que là où ça a beaucoup de valeur, c'est quand on combine les deux. Quand on arrive à combiner la puissance de l'intuition à la structure de tout ce qui est plus carré et rationnel, là, on a le jackpot. C'est le combo gagnant. Ah, mais oui. Oui. C'est génial. Ouais. Sauf que on a tendance à mettre de côté l'intuition et à opérer avec hypramental. Alors que quand on met le mental au service de l'intuition, là, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des voies qui auraient été insoupçonnées avant. Si on veut utiliser l'intuition en reconversion ou en dirigeant son entreprise, il faut arriver à diminuer la voix du mental, qui parfois n'aime pas du tout l'information de l'intuition, qui veut faire prendre une autre voie, et pourquoi pas. Mais l'enjeu, il est de faire taire le mental et de gérer ou de réguler son état émotionnel pour pas se laisser embarquer par les peurs que ça peut provoquer. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, donc là je vais me référer rapidement aux neurosciences, mais on a une partie du cerveau qui s'appelle le système réticulaire qui va filtrer 99% des informations qui lui parviennent. C'est-à-dire que nous, pour pouvoir vivre, notre cerveau est obligé de ne pas prêter attention à certaines informations.
Sinon, il disjoncterait. Ça fait trop d'informations à traiter pour le cerveau. Ce qu'on perçoit du monde réel représente moins de 1% de ce qu'il s'y passe. C'est pour tout le monde pareil. Deuxièmement, 95% des décisions sont prises à un niveau inconscient. Seuls 5% des décisions sont prises de manière éclairée, consciente. Maintenant, un sujet aussi que tu connais, tu accompagnes en particulier aussi les profils dits hypersensibles, HP, donc tout ce qui est neuroatypie. Et ces profils-là, justement, se révèlent souvent après un burn-out. C'est en général le burn-out qui révèle la neuroatypie, puisque ce sont des profils particulièrement vulnérables à l'épuisement de par leur mécanisme cérébral, un système de valeurs bien ancré, bien particulier, le fait d'avoir besoin de sens, également un haut niveau d'exigence, etc. Est-ce que toi, tu constates quelque chose de particulier dans ces profils ? Qu'est-ce que tu constates chez ces personnes dans la reconversion ? Il se trouve qu'effectivement, une grande partie de ma clientèle est concernée par des caractéristiques HPI, THPI, haute sensibilité. Donc, c'est quelque chose que j'ai constaté. Je ne m'étais pas là posé la question au démarrage, par exemple, mais je l'ai constaté et au final, je me dis, effectivement, moi-même, je suis concernée par ces caractéristiques. Donc peut-être qu'il y a comme une attirance mutuelle qui se fait parce que la façon dont j'ai de parler de ce que je fais et de ce que j'aime faire, ça résonne chez ces personnes-là. Ce que je peux dire, c'est que je n'aime pas généraliser non plus. Donc, il y a des personnes non concernées par ces caractéristiques que je vais accompagner et qui vont quand même se poser des questions au niveau du sens, qui ont quand même un haut degré d'exigence, et vice-versa. Il y a des personnes concernées par le haut potentiel, par cette caractéristique en tous les cas, et qui ont aucune difficulté personnelle ou autre, ou qui n'ont même pas connu le burn-out. Donc, je vais dire que dans les deux sens, ça peut marcher. Maintenant, moi, ce qui m'anime depuis toujours, c'est la question du sens. Ça ne m'intéressait pas d'accompagner des reconversions classiques pour trouver un job alimentaire et pour quelqu'un qui ne se pose pas de questions. Ça ne m'intéresse pas et je pense que ces personnes ne viennent pas. Oui, c'est ce que j'allais dire finalement. Au final, si on ne se pose pas de questions, est-ce qu'on est amené à faire ce cheminement et ces démarches ? Alors, on peut faire un bilan de compétences classique. On peut avoir besoin de se reconvertir, mais on va le faire de façon très utilitaire. Et c'est OK. Moi, personnellement, ça ne m'amuse pas d'accompagner ça. Donc, je pense que le tri se fait assez naturellement. Et donc, les personnes qui ont envie de travailler avec moi, c'est parce qu'elles aiment se poser des questions et qu'elles savent qu'avec cette méthode que j'ai créée, qui est assez exigeante, tu pourras en témoigner, par le niveau de profondeur des questions que je pose. Je suis des témoins, mais c'est magnifique. Et voilà, c'est magnifique. Et pour moi, la reconversion, c'est aussi une occasion de se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées, et sur soi, et sur son travail. Et finalement, le but n'est pas tant de se reconvertir, même si on va choisir une voie professionnelle à l'issue de l'accompagnement. Mais c'est vraiment tout ce chemin, tout ce trajet où on se sera découvert ou redécouvert, où on aura compris comment on fonctionne, qu'est-ce qui est important pour nous, et on ne pourra plus dire « je ne savais pas ». Après, on a les réponses, et chaque personne va faire ce qu'elle peut avec ses réponses. Il y en a qui vont oser aller vers la voie qui est faite pour elles. Il y en a qui vont faire un compromis. Et c'est complètement OK. Et on peut faire le choix, à la fin de l'accompagnement, d'aller vers une voie plus rationnelle, plus rémunératrice, plus que sais-je. Et ça, je ne le jugerai jamais. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir donné l'opportunité à la personne de mieux se connaître, d'avoir son mode d'emploi et d'avoir suffisamment réfléchi au projet professionnel pour avoir de vraies pistes après pour ce qu'elle va faire, tout en se laissant le choix de décider du degré de faisabilité
de rêve ou de risque qu'elle va prendre pour s'engager vers la nouvelle voie. Oui, tout à fait. Et puis dans tout ce chemin dont je peux témoigner, la notion de métier, elle arrive vraiment à la toute fin. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout le cheminement qu'il y a avant, enfin moi je l'ai personnellement vécu comme une sorte de déconditionnement de tout ce que j'ai appris, de tout ce que je savais, pour aller me reconnecter vraiment à ce qui était en moi depuis tout ce temps, mais qui était étouffé finalement, et sans aucune connotation métier. C'est vraiment cette notion pour moi d'ingrédients, je les prends comme des ingrédients magiques, et ensuite on se dit, ok, avec tous ces ingrédients, maintenant, à la fin de l'accompagnement, qu'est-ce que j'en fais? C'est effectivement, tu as très bien décrit la spécificité de mon approche. Je passe du temps à déconditionner la personne parce que sinon elle ne trouvera pas. Sinon il y a trop de pression. Donc l'identification du métier ou de la voie professionnelle ou du projet, parce que pour certaines personnes c'est plutôt un projet qu'un métier précis, ça va arriver à la 3e étape qui en compte 4. Donc effectivement, pas au début. Et je dis toujours, surtout, ne cherchez pas la réponse de ce que vous allez faire après. C'est trop tôt, on a d'autres choses à faire avant. Merci Marjorie. Alors, le dernier pilier, on arrive gentiment à la fin. Alors, tu as plein de compétences, hein. Tu es un vrai caméléon pour moi. Mais ce pilier de la relation à l'argent, c'est une question qui t'est très chère. Et c'est un sujet qui est souvent tabou, dont on ne parle pas facilement. Et je sais à quel point il est difficile, parfois pour les personnes, notamment en arrêt, hein, non, qui sont en burn-out et qui ne veulent pas s'arrêter, justement, pour des questions notamment financières, par crainte de perdre de l'argent en étant à l'arrêt, par crainte d'être licencié, par crainte éventuellement aussi de devoir prendre cette décision de démissionner, de changer d'orientation. Comment tu perçois, toi, ce lien entre l'argent, cette peur de manquer et le processus qu'il y a autour de la reconversion? C'est une peur qui est archaïque, la peur de manquer. Donc c'est un héritage de nos ancêtres néandertals et autres. Donc elle fait partie de notre condition d'humain. En revanche, elle a pris trop de place pour la plupart des gens qui vont nous écouter. Il y a des personnes qui vivent dans une grande pauvreté. Eux, ils ne peuvent pas avoir peur de manquer puisqu'ils n'ont déjà pas. Mais pour la majorité des personnes qui vont nous écouter, elles ont peur de manquer alors qu'elles ont. Et là, ça devient problématique parce que ça les empêche de faire des choix qui seraient bons pour eux, en sachant que de toute façon, un burn-out ou une reconversion, ça va coûter. C'est très cash ce que je dis, mais un burn-out, ça va vous coûter. Et si c'est pas en argent, ça va être en santé, en vitalité, enfin, voilà, ça va coûter. Donc, allons voir qu'est-ce qui est le pire. Est-ce qu'il vaut mieux aller jusqu'au mur et que ça coûte beaucoup, ou perdre peut-être en rémunération, mais en s'arrêtant avant? Je laisse chacun juge de la réponse. Et une reconversion, ça coûte aussi, ça peut coûter de l'argent pour se faire accompagner, ça peut coûter une baisse de niveau de vie en fonction de la direction que l'on va choisir, sachant que plus on gagne d'argent par sa rémunération, plus on va avoir peur du delta. C'est parfois plus facile pour des personnes qui ont des rémunérations plus basses parce que y a moins à perdre quelque part. Donc la réalité, elle est que pour beaucoup de personnes, il va y avoir une baisse de niveau de vie. Cette baisse, elle peut être transitoire. C'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus. Parce que parfois, repartir dans une voie professionnelle qui nous éclate va faire qu'on va gagner plein d'argent avec. Donc, il faut garder en tête que la baisse, elle peut être transitoire, mais qu'il ne faut pas en avoir peur pour autant. L'argent, ça va, ça vient. On peut faire un plan de financement. Pour les personnes qui sont en France, on a la chance d'avoir énormément de dispositifs qui peuvent nous accompagner dans cette transition. Beaucoup de formations peuvent être finançables également. Et on ne se rend pas compte de la chance qu'il y a en France par rapport à d'autres pays. Donc la relation à l'argent, ça se travaille,
ça s'apprivoise. Moi, j'ai écrit des livres sur le sujet. Je donne des formations sur le sujet. Donc, il faut pas que quoi que ce soit vous empêche d'aller vers quelque chose qui va être bon pour vous, in fine, même si transitoirement, il y a une perte en argent. J'ai accompagné tout profil. Et je pense notamment à une personne, maman célibataire, le père qui donne pas de pension, un salaire qui est ce qu'il est, mais voilà, il n'y a pas des cents et des mille. Et pourtant, elle s'est donné les moyens, elle a structuré le plan d'action, elle a trouvé des choses en place. Et son projet de reconversion, qui était un projet avec une reprise de formation de plus d'1 an derrière, où elle allait monter aussi en promotion, mais tout ça, elle l'a fait alors qu'elle a des enfants, qu'elle est toute seule à les élever, qu'elle n'a pas l'argent. Donc, ça peut être provoquant ce que je dis, mais l'argent, il n'est jamais le problème en fait. Il y a toujours des solutions. En revanche, comme on n'a pas d'éducation financière, on n'a pas d'éducation à la relation à l'argent, et on vit submergé d'informations qui sont anxiogènes au niveau des informations, au niveau des réseaux sociaux, eh bien notre système nerveux, il est conditionné à être stressé, ce qui nous fait perdre des facultés de lucidité, d'audace et de capacité pour mener à bien les projets qui sont les bons pour nous. Et ça, c'est terrible parce que une grande partie de la population vit endormie, en pilote automatique. Et entamer une reconversion, rebondir après un burn-out, ça va demander de l'énergie, de l'engagement. Ça n'est pas facile, même si au bout, il y a un épanouissement, il y a une liberté, il y a un plaisir. Il va y avoir des challenges, il va y avoir des enjeux. Et quand on est en mode pilote automatique ou robot, c'est difficile d'arriver à faire un pas de côté. Et en même temps, moi, quand je vois tout ça, je me dis, mais la vie, de toute façon, dans la vie, il y a du risque. Ça fait partie de la vie. Les obstacles, les difficultés, elles seront là, même si on est aligné au niveau professionnel, au niveau personnel. Alors moi, je me dis, mais faut choisir ces obstacles. Je préfère les choisir pour quelque chose qui est bon pour moi, plutôt que de subir une hiérarchie, un poste et un entourage ou que sais-je, qui me maintient dans une position où je suis pas satisfait, mais où j'ai quand même de toute façon des obstacles et des trucs à gérer. J'adore cette notion de choisir ses obstacles. C'est génial. J'adore. C'est ça, j'aurais pu le dire avec un autre mot plus du style « faut choisir ses emmerdes ». Ouais. C'est magnifique. Et oui, et puis il y a une notion d'investissement en soi, en fait, qu'on perd. Parfois, on a l'impression de perdre de l'argent. Non, on investit en soi. Moi, c'est ma vision des choses. Bien sûr que je fais attention, à équilibrer, évidemment. Je suis pas allée mettre de l'argent à droite à gauche, mais tout ce que j'entreprends, en général, je me dis, ok, est-ce que c'est un investissement en moi aussi, dans le cadre de la reconversion, je parle en particulier, ou de la reconstruction après le burn-out. Voilà, c'est vraiment de me dire, ok, ce que je mets là comme argent, je le fais en conscience parce que je sais que c'est quelque chose qui va m'apporter aussi en retour. Et comme tu disais si bien, quel est le coût de ne pas le faire aussi ? Quel est le risque, que ce soit en termes de burn-out ou de reconversion, de perdre le sens ? Parce qu'on sait que la perte de sens participe à l'épuisement, donc ça va aussi avec. Mais je trouve que c'est une très bonne conclusion de s'autoriser à investir en soi, y compris financièrement, à investir dans son futur projet professionnel ou se réparer après le burn-out. C'est important de s'autoriser, c'est important de gérer les flux d'entrée et de sortie sans rester accroché. On est le champion du livret A en France. Il y a énormément d'économies qui dorment et qui perdent de la valeur parce que le taux de rémunération est inférieur à celui de l'inflation. Donc, l'argent sur ce type de livret, en fait, vous perdez de l'argent à le laisser dormir dessus.
La conclusion, c'est que c'est important d'apprendre et de s'autoriser à investir en soi, notamment les femmes. Les femmes se font passer en dernier très souvent. Donc pour elles, sortir 1 000 €, 2 000 € ou 3 000 € ou je sais pas combien, pour soi, c'est déjà l'Everest, alors que ça devrait commencer par là, femmes et hommes, hein, bien évidemment. Mais comme en France, on a eu l'habitude que beaucoup de choses soient prises en charge, eh bien, on n'a pas l'habitude de faire ce geste, mais essentiel. On ne peut plus attendre, si on est concerné par le burn-out ou si on est concerné par le fait de ne pas être bien dans sa place professionnelle. Moi, je trouve qu'on n'a pas le luxe d'attendre qu'une institution ou que quelqu'un d'autre le prenne en charge à votre place. C'est vraiment une belle conclusion, un beau mot de la fin. Je ne sais pas si toi, tu as envie d'ajouter quelque chose, si tu avais un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent ou un conseil à donner pour ceux qui ne savent plus où est leur place et qui hésitent peut-être à se reconvertir. Le conseil que je donnerais, c'est d'oser contacter quelqu'un. Tout seul, c'est très difficile. Et si ça fait plus de 3 mois que vous réfléchissez tout seul sans avoir trouvé de réponse, c'est que vous êtes allé au bout de ce que vous pouvez faire seul. Donc, contactez Delphine, contactez moi, contactez quelqu'un en fait, parce que c'est pas parce que vous allez contacter que tout va changer, mais c'est peut-être le premier pas dont vous avez besoin pour retrouver un fil, pour retrouver de la lumière, afin de savoir quel va être le 2e pas, puis le 3e. Magnifique, belle conclusion. Merci beaucoup. En tout cas, Marjorie, voilà, j'ai passé un moment très agréable. Ça a été un épisode rempli de pépites. Je suis convaincue que les personnes qui nous écoutent trouveront leur compte. Et vraiment, je trouve que c'est ce qui transparaît là-dedans aussi, c'est que le fait de se retrouver professionnellement, retrouver du sens dans sa vie professionnelle, se reconvertir, peu importe finalement après ou pas un burn-out, c'est vraiment bien plus profond et bien plus puissant qu'aller se reconnecter à des compétences, à quelque chose de très cartésien. Bien sûr, il y a ce côté cartésien, mais il y a tout le reste et c'est bien plus profond, bien plus puissant et bien plus large. Et c'est vraiment, pour moi, une recette remplie d'ingrédients magiques. C'est ce que je retiens en tout cas. J'aime beaucoup la métaphore. Merci pour ça, Delphine. Merci Marjorie, à bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des suivants, à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de votre peps.